Je suis Aziz Salmon Fall, le coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Bon, il est naturellement, c'est pas qu'il pourrait, il est la référence pour la jeunesse panafricaine, dans la mesure où il a sacrifié sa vie à construire un projet de société qui était viable, qui a été contrarié par le dispositif néocolonial contre lequel il s'est échiné, à construire un développement tourné sur les besoins des Africains pour les Africains. C'est pour cela qu'il a été tué. Donc il a donné sa vie et en même temps, il n'avait pas nécessairement le culte du martyr, c'est-à-dire qu'il avait compris, peut-être confusément, que les gens autour de lui complotaient pour mettre un terme à cette expérience, qui est une expérience révolutionnaire inédite, qui pourrait peut-être être difficile à répéter, mais dont on pourrait tirer les enseignements au niveau d'abord de comment on maîtrise notre économie, comment on redonne du pouvoir aux femmes, comment on redonne du pouvoir aux masses rurales, comment on inverse le rapport de développement avec le dispositif néocolonial et comment on instaure en fait au sein des pays africains une possibilité de synergie pour construire un projet de société. Et c'est ça qu'il a essayé de faire. Il a été plus ou moins incompris, mais je crois qu'une grande partie des Africains, peut-être tardivement, comprennent l'ampleur de sa lutte. Je suis Rassam Lega Seydou Ouedraogo, je suis économiste chercheur, je dirige l'Institut Feu Afrique, qui est un organisme indépendant de recherche basé à Ouagadougou. Non, il m'a semblé important que l'idée d'évoquer la figure burkinabé du siècle, qui est Thomas Sankara, pour en gros éclairer les problématiques d'aujourd'hui, qu'il était important de le resituer dans son contexte. Sankara vient dans un contexte qui est celui de la guerre froide, mais aussi celui de grandes difficultés que traverse son pays, y compris la sécheresse des années 73 qui a marqué beaucoup son pays. Et j'ai voulu surtout insister sur l'expérience historique que Sankara et ses camarades ont essayé de mener, avec de grands succès, mais aussi avec de grosses limites. Et comment, en restituant cela, ça peut nous interroger aujourd'hui pour nous permettre de préparer demain et aussi en affrontant les défis d'aujourd'hui. Il m'a donc semblé important de rappeler que sans injonction internationale, Sankara était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un grand féministe. C'est-à-dire que la question des droits des femmes était au cœur de sa politique et il a fait un formidable discours que tout le monde peut lire sur l'Internet le 8 mars 1987 où il rappelle précisément qu'il n'y a pas de processus de transformation révolutionnaire qui puisse accoucher du progrès social si la femme est laissée de côté. Et il a aussi été un pionnier en ce qui concerne la question de l'écologie, qui est regardée aujourd'hui comme une injonction internationale. Mais au milieu des années 80, avant l'heure, on avait un président qui avait mis ça au cœur des systèmes d'éducation, qui avait indiqué en quoi est-ce que la question environnementale était une question de survie, sans que cela ne vienne de l'extérieur. Donc ça montrait qu'il était là aussi en avance sur son temps. Il m'a semblé également important de rappeler que les premiers bénéficiaires de la politique de Sankara, en dehors des femmes, c'était les paysans. Et c'est important parce que ça fait écho à la situation actuelle du Sahel où l'une des explications de la complexification de cette situation, c'est que nous avons des sociétés sahéliennes qui ont délaissé les périphéries rurales et en conséquence, ça a créé un terreau favorable au recrutement terroriste. Même s'il faut le rappeler, le terrorisme nous vient d'abord de l'extérieur. C'est la dislocation de la Libye avec la guerre de l'OTAN, injuste de l'OTAN, qui nous a percutés comme cela. Aussi, en tant qu'économiste, je m'intéresse à qu'est-ce que c'était la politique économique de Sankara. Je pense qu'on peut la caractériser par deux choses. La première, c'est que pour lui, le plus important était d'arriver à compter sur nos propres forces. Donc ce n'était pas le président qui faisait planification en disant on va aller à la table ronde de Paris pour lever des fonds ou je ne sais. Il était profondément préoccupé par la mobilisation des ressources locales. Mais la principale ressource locale pour lui, c'était d'abord les hommes. Donc comment on redonne confiance aux majorités populaires pour les permettre de prendre leur destin en main. Et la deuxième chose qui caractérise son modèle économique, c'est la question de l'économie endogène. Quand il dit « produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons », c'est un programme de développement qui vise à faire en sorte que la production locale s'élargisse et qu'elle soit arrimée aux priorités des villes. Parce que un des gros problèmes du développement africain, c'est l'inarticulation entre les économies des villes et les économies paysannes, qui fait que les marchés urbains, qui devraient être les débouchés naturels des produits agricoles africains, ne le sont pas. Et en conséquence, on a une désarticulation qui bloque le développement. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut
voir l'actualité de Sankara comme la question du panafricanisme dont on a besoin sur la crise sahélienne. Aujourd'hui, on a besoin de grande solidarité africaine sur la crise sahélienne. C'est la question du panafricanisme chez Sankara, mais beaucoup d'autres, comme la question des politiques culturelles. C'était un grand défenseur de la culture, un musicien lui-même, mais un grand ami des artistes. Pas dans un rôle instrumental qu'on voit aujourd'hui dans la campagne électorale. On a besoin que tel artiste chauffe le peuple pour qu'on puisse faire des discours démagogiques. Non, il croyait vraiment à la culture comme étant une forme de sève de l'action de transformation de la réalité. Mais tout ceci étant, il faut bien indiquer les limites de son processus. Il y en a eu beaucoup, il y a eu des dérives. Il était du reste l'un des premiers à reconnaître ces dérives-là. Et parmi ces limites, il y a aussi le fait qu'il y a une contradiction fondamentale dans la politique de Sankara. C'est-à-dire, comment vous organisez les petits bourgeois des villes pour faire une politique qui n'était pas favorable majoritairement. Donc c'est une contradiction qui fait que c'est comme si on avait un appel à la générosité des gens, mais pas forcément un intérêt bien compris d'égoïsme qui sont naturels des classes urbaines. Voilà, c'est quelque chose qui a peut-être miné la stabilité de son mandat. En tout état de cause, ce qui m'intéresse dans la figure de Sankara comme dans d'autres, c'est d'indiquer à nos jeunes en particulier que ce qu'on vend comme étant l'image de l'Afrique n'est pas vrai. Nous ne sommes pas un continent mort, nous ne sommes pas un continent simplement de désœuvrés, nous ne sommes pas un continent où tout le monde cherche à partir demain matin. Nous sommes un continent sur lequel il y a eu de grands hommes qui ont marqué leur époque, pas seulement leur pays, leur époque, leur pays, la scène internationale, et qui ont beaucoup à nous apprendre et qui ont beaucoup à nous dire en termes de transformation de la réalité aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de dire qu'ils avaient tout inventé, qu'il faut aller reprendre. Il s'agit de s'en inspirer. Donc Sankara, comme Diop, comme Cabral, comme d'autres, est un point d'inspiration. C'est un recours qu'on doit exercer, mais pas un retour dans le passé.